Salut à toutes et à tous, bienvenue dans un nouvel épisode du podcast de l'équipe Rivers Basket Session. Je suis Théophile Messer, l'un des rédacteurs en chef de la rédaction. Et pour ce nouvel épisode, on a décidé de s'intéresser à plusieurs choses. Tout d'abord, une course au trophée de rookie de l'année qui nous semble particulièrement serrée cette année. On ira jeter un coup d'œil du côté de Dallas aussi pour voir un petit peu ce qui se passe avec cette équipe qui est toujours aussi talentueuse, toujours aussi surprenante et avec pas mal de points d'interrogation. Et puis, on fera un petit focus pour terminer sur les cancres, les pires élèves de ce début de saison. Il y a pas mal de choses à dire dans le bas du championnat. Et pour me rejoindre, comme d'habitude, pour le podcast, je suis rejoint par Antoine Pimel et Shai Mamou, mes partenaires de crime du podcast de l'équipe Rivers Basket Session. Première chose, on a dit qu'on allait parler des jeunes. Est-ce que vous, il y a des joueurs qui vous ont tapé dans l'œil sur ce début de saison, des rookies qui vous semblent particulièrement bien partis pour, à la fois pour le trophée de rookie de l'année et même au-delà pour leur carrière? Antoine, est-ce que toi, par exemple, il y a quelqu'un qui t'a tapé dans l'œil sur ce début d'année? Euh, alors, moi, c'est pas forcément les deux premières grosses têtes que j'ai un peu moins vu jouer, mais Chris Duarte des Pacers, je sais pas comment ça se prononce exactement, je m'excuse d'avance. Mais oui, Duarte, que je trouve très intéressant parce qu'en fait, il est prêt. Et bon, après, il a 24 ans, donc vaut mieux, quelque C'est ce que part. j'allais dire, parce qu'il est plus Ouais, proche de la retraite que du début de carrière. ouais, dans notre époque actuelle, c'est clair, mais justement, en fait, c'est ça que je trouve intéressant chez lui, c'est que du coup, c'est déjà, déjà, c'est un titulaire indiscutable. Et quand il n'est pas là, par exemple, cette nuit, il joue pas contre les Knicks et son absence, elle se fait ressentir. Et en fait, oui, il est déjà pas indispensable, mais c'est déjà un joueur important des Pacers. C'est déjà un joueur qui a beaucoup de minutes, qui a beaucoup de ballons pour ses débuts et qui apporte pas mal à Indiana, même si l'équipe est décevante. Et en fait, ça remet un peu en lumière, je pense, auprès des franchises, le côté, ça peut être intéressant de drafter finalement haut en loterie, et c'est le 13e choix, Ouais. un joueur qui a fait 3 ou 4 ans à la fac, parce qu'au moins, voilà, il arrive, il joue direct, tu peux direct le mettre dans ton système et ça marche. Et en plus, Ouais, il a un il y a jeu des très joueurs comme moderne. lui, il y a Ouais, d'autres joueurs comme lui, enfin, il y avait eu Malcolm Brogdon qui avait été rookie de l'année. Alors, là, je pense pas que ouais. Duarte sera rookie de l'année, tu vois, mais il y a des joueurs qu'on voit arriver en tant que senior et dont on se dit, bon, le plafond est pas énorme, donc autant les prendre plus bas. C'est pas... Mais au final, c'est des joueurs qui peuvent aussi changer le visage de ton équipe. La Duarte, Ouais, il shoot à 40% à 3 points déjà. ouais. C'est super intéressant. Ouais. Je suis d'accord avec toi, je l'ai mis aussi dans ceux qui me plaisaient le plus dans ce début de saison. Il a un jeu très moderne, tu vois, où, enfin, offensivement, c'est très intéressant parce qu'il peut tirer de loin, il peut jouer le pick and roll. Il a un petit flotteur qui est pas dégueu. Je pense que pour les équipes comme Indiana, ou en tout cas des équipes qui se retrouvent à piocher entre la 7e et la 15e place et qui n'ont pas forcément l'ambition d'être vraiment mauvais ou de reconstruire complètement, ça peut être des fois intéressant de prendre des joueurs comme ça s'ils ont déjà un ou deux gros potentiels dans l'équipe. Mais bon, Indiana, ce n'est pas forcément le cas, mais ils ont d'autres bons joueurs. Ça peut être intéressant de prendre des rookies comme ça. C'est vrai que Duarte, bon, on le connaissait à la fac avant tout pour ses qualités de tir. Hein, t'en parlais, Shai. Là, il a montré qu'il était prêt à répliquer ça dans la grande ligne directe. La question qu'on se posait un petit peu au moment de sa draft, c'était justement sur sa capacité à pouvoir créer du jeu, à être autre chose qu'un finisseur. Donc là, je pense c'est encore travail. Enfin, il y a du travail, c'est encore comment dire, en consolidation. Par contre, c'est vrai que pour faire écho à ce que tu disais, Antoine, c'est un mec qui était prêt à jouer et à apporter tout de suite. La question qu'on pourra se poser, c'est sur son potentiel. Mais Ah, c'est son vrai, potentiel, oui. quand on voit le nombre de fois où les équipes se plantent en pariant sur le potentiel à tout prix et en laissant de côté des joueurs qui étaient peut-être plus prêts à pouvoir aider tout de suite, là, Indiana ne s'est pas trompé a priori en prenant Duarte à la dernière draft. Ouais, clairement. Puis je le trouve bon en dribble au final, tu vois. Enfin, bon, c'est toujours compliqué, mais c'est pas juste un spot-up shooter à qui tu vas jamais passer la balle. Il peut jouer des pick and roll, tu vois. Donc c'est intéressant, ça a fait un bon complément, je pense, avec Brogdon. Bon, même avec le vert, non, je trouve que leur équipe est intéressante. Donc, je trouve que ça se moule, ça se fond bien du coup avec les Pacers. Shai, toi, il y a quelqu'un qui t'a tapé dans l'œil sur ce début de saison? Bah, c'est un peu, je trouve que la course au rookie de l'année est un peu. Forcément, on s'attendait à voir surtout Cunningham et Jalen Green en tant que 1 et 2. Chaque année, on regarde toujours les joueurs qui sont draftés en premier.
Et là, paradoxalement, c'est plus les 3 et 4 qui font le show, Mobley et Barnes, donc de Cleveland et de Toronto. Moi, je ne m'attendais pas à les voir aussi bons tout de suite. Et Evan Mobley, on en a parlé lors du dernier podcast. Alors, là, le timing est un peu particulier parce qu'il s'est fait mal au coude et il a shooté à 0 sur 11 au dernier match. Mais au niveau impression visuelle, maturité, choix de jeu, défense, attaque, il est hyper impressionnant de maturité. Et Cleveland a vraiment l'air d'avoir fait un super choix avec lui. Alors que même si on voyait le talent qu'il avait à USC déjà, je ne le voyais pas être aussi bon tout de suite dans un contexte comme celui de Cleveland où le projet était peut-être un peu flou, on ne savait pas trop sur quel joueur ils allaient s'appuyer. Donc Evan Mobley, pour l'instant, moi je le mets rookie de l'année à l'instant T, ça peut bouger. Avec Scottie Barnes, dont je pense on va parler aussi parce que vous n'avez pas pu passer à côté, à mon avis. Ça parle un peu de. Moi, j'aime pas spécialement toujours les comparaisons, mais Barnes, ça peut rappeler Kawhi dans un sens. Sur le côté énorme défenseur déjà, avec des actions où il arrache les ballons des mains avec beaucoup d'intelligence et de QI basket, tout en étant vraiment, vraiment pas dégueu en attaque, sans avoir encore développé un shoot. Mais ça peut venir. Il fait énormément de bonnes choses très tôt et c'est lui qui m'a impressionné le plus avec Mobley pour l'instant. Il est Ouais, même meilleur en attaque que Kawhi. Excuse-moi, Théo. Ouais. Non, Il vas-y. est même meilleur en attaque que Kawhi au même âge. Et je veux Ouais, dire, il a plus de toucher. Et c'est vrai que c'était la surprise parce qu'on l'attendait sur ses qualités défensives, ça on savait, sur ses qualités aussi de passeur, mais on ne s'attendait pas à ce qu'il tourne à plus de 16 points de moyenne dès son début de saison avec des très bons pourcentages. C'est vrai que ce qui impressionne pour Mobley et pour Barnes, moi ce qui m'impressionne, c'est la maturité en fait des deux, leur capacité à aider leurs équipes à gagner, pas simplement à faire des stats au plus haut niveau, mais à vraiment être des éléments moteurs des collectifs dans lesquels ils s'illustrent. Pour Mobley, on a limite l'impression qu'il a lui-même, à lui seul, accéléré le processus de reconstruction des Cavs et que finalement les objectifs des Cavs sont peut-être en train de changer sur la saison en fonction, basé sur lui, sa capacité à produire, à aider l'équipe. Et pour revenir sur Barnes, moi, et sur cette dimension, enfin sur l'aspect maturité, c'est vraiment un joueur intéressant, à la psychologie plutôt intéressante. Je regardais une vidéo du spécialiste de jeunes Mike Schmitz, qui a eu l'occasion de parler avec lui. Il a toute une série de vidéos dans lesquelles il discute avec les futurs prospects avant même qu'ils soient draftés, pour leur essayer de voir un petit peu, analyser des actions pour que les joueurs eux-mêmes parlent de ce qu'ils savent faire, ce qu'ils savent pas très bien faire. Et c'est vrai que sa capacité à analyser ce qu'il fait, ce qu'il peut faire, ce qu'il devra faire est assez impressionnante pour son âge. Et Schmitz disait que c'était un énorme bosseur sans qu'il y ait des tonnes et des tonnes d'heures de vidéo. Et ça, je pense que c'est pas un hasard finalement que Toronto ait choisi ce joueur-là, parce qu'on sait que dans leur processus de draft, ils vont chercher des mecs qui sont prêts à bosser. Et pourquoi pas prendre des diamants un peu bruts dont ils pensent qu'ils peuvent aider à atteindre leur meilleur niveau. Ils l'ont fait avec Siakam, ils l'ont fait avec Anunoby. Et donc, on parlait de son manque de tir pour l'instant. Je pense que vu son éthique de travail à lui et ce que sait faire le staff des Raptors, il y a vraiment un beau joueur en devenir de ce côté-là. Ouais, mais c'est intéressant que tu parles du taf des Raptors au niveau scouting et tout. Là, on savait à peu près qu'il serait dans ce range-là à moment de la draft, mais ils auraient pu aussi prendre Jalen Suggs parce qu'il manque, depuis le départ de Laurie, il manque d'un arrière meneur, même si y a Van Vliet. On parlait aussi de Kuminga qui a un tout petit peu chuté le jour de la draft, mais ils ont vraiment ciblé ce qu'il leur fallait et le joueur adéquat, quoi. C'est là que les grosses franchises, enfin les bonnes franchises se démarquent aussi. C'est sur des choix comme ça. Là, on peut dire que c'est un peu peut-être prématuré. Il n'y a que 14-15 matchs de jouer, mais c'est quand même très, très prometteur ce qu'on a vu jusque-là. Mais en plus, je trouve que c'est pas que ils sont pas que forts à la draft en fait, parce que ils savent développer leurs joueurs. Et ça, c'est deux choses différentes, parce que tu peux être fort à la draft, repérer quels seront les bons talents, sans pour autant ensuite savoir les faire éclore. Alors que eux, justement, ils ont, comme tu disais Théo, hein, il y a des joueurs, Siakam et Anunoby, c'est des bons exemples, mais même Fred VanVleet, bon, qui n'a pas été drafté, mais c'est des joueurs vraiment, ils comprennent le profil le profil du gars, et ils arrivent à développer ça. Et Barnes, il donne l'impression déjà de progresser en fait par rapport à la Summer League. Alors oui, c'était déjà il y a un petit moment, mais au final, il a vraiment donné l'impression d'avoir déjà grandi et progressé. Et tu sens le gars qui va en fait continuer à monter en puissance.
je trouve que même sur son tir, il n'y a pas encore le 3 points, mais à mi-distance, c'est pas complètement dégueu. Ah, Donc, complètement, il a pas mal de petits ouais, flotteurs d'ailleurs, ouais. des tirs de très Mais, près là qui sont bien mais, mais, efficaces. mais tu sais, même pas que ceux à deux mains, même pas que ceux à une main. C'est vrai qu'il a un vrai toucher à une main. Il a un vrai toucher à une main dans la raquette. Mais même, tu sais, les petits tirs qui sont importants en tête de raquette dans les elbows, et voilà, c'est pas encore sa spécialité, mais tu sens qu'il y a un petit potentiel intéressant et que ça peut donner quelque chose à terme. Et Donc en plus, vraiment, pardon, et non. ce qui est bien vu, c'est qu'en plus, il s'implique parfaitement dans leur projet défensif parce qu'il était à Florida State où ça switchait à tout va sur tous les écrans. C'est exactement le même profil avec une défense très agressive sur les porteurs de balles à Toronto. Et du coup, Toronto se retrouve avec un joueur au potentiel à long terme vraiment intéressant et qui peut tout de suite apporter Toronto. Enfin, on savait tous que ça allait être compliqué en attaque, mais qu'ils avaient de quoi faire une belle défense dès le début de saison. Et du coup, ils s'imbriquent parfaitement dans leur projet, même à court terme. Vous avez vu l'action où il arrache le ballon des mains de Kevin Durant et il part en contre-attaque derrière. Ouais. Impassible et il part. Enfin, après, c'est parce que c'est Durant, ça m'a marqué peut-être, je sais pas, mais je me dis, le mec, il est rookie, il arrive et il arrache le ballon des mains de KD. C'est ce genre d'actions marquantes qui font que c'est le type, je pense que ce sera pas n'importe qui, quoi. Et en plus, c'est vrai qu'à la création, il a une qualité de passe et de lecture qui est vraiment intéressante. Et toujours dans cette même vidéo, là, Max Schmitz racontait une anecdote assez marrante où il racontait à la fac, ils avaient fait une espèce d'exercice où ils demandaient aux joueurs de s'imaginer dans leur tête comment ils pourraient marquer 25 points et ensuite d'aller sur le terrain et de marquer 25 points sans défense, simplement en se disant, bon, bah, si je dois marquer 25 points, je vais en mettre peut-être 7 au lancer franc, tant à 3 points, tant sur les pénétrations. Et donc après, ils devaient répliquer sur le terrain sans défenseur. Et visiblement, ça a posé un gros problème à Scotty Barnes qui disait, mais attendez, il faut me donner plus d'informations. Par exemple, dans les 25 points, est-ce que si je fais des passes décisives, est-ce que ça rentre dans les 25 points si je pénètre et que je donne dans le corner et que le mec met son 3 points, est-ce que ça rentre dans les 25 points? Donc, c'est un mec qui, visiblement, est vraiment c'est un joueur de collectif, quoi. Et donc, c'était peut-être ce qui explique qu'il n'ait pas fait des stats plus monstrueuses que ça à la fac ou même en jeune, mais qui, à long terme, je pense, peut vraiment être une force pour lui à mesure qu'il va devenir de plus en plus fort en attaque. S'il garde cette mentalité, ça peut vite être un joueur très, très dangereux, je pense. Toronto a un noyau super intéressant, hein. Entre Anunoby, lui, Siakam qui est jeune, qui peuvent toujours échanger à un moment si besoin, Van Fleet qui est pas trop vieux non plus, Malachi Flynn, l'autre rookie Benton qu'ils ont pris qui est bon aussi. Ouais. C'est enfin, de toute façon, en plus, ils sont forts à chaque fois pour trouver des joueurs qui se mixent bien dans leur groupe. Ils ont vraiment un effectif intéressant pour maintenant. Je pense qu'ils sont meilleurs que ce que leur bilan l'indique. Et en plus, pour le futur, voilà, ça dépendra du développement de Barnes, mais comme on l'a dit, c'est optimiste, quoi. Et là, comme vous le disiez, là, enfin, je pense que le contexte est important aussi, parce que là, Toronto, même s'il y a eu beaucoup de changements ces derniers mois, ces dernières années, ça reste des franchises avec des infrastructures solides, des projets bien ancrés. Et là, on va sans doute parler d'eux, mais quand tu vois Jalen Green et Kate Cunningham, qui sont entre guillemets un peu livrés à eux-mêmes ou au milieu de bandes de jeunes, on peut se demander ce qu'aurait fait Scotty Barnes et Evan Mobley voilà, en ayant des responsabilités différentes sans vraiment avoir des vétérans autour pour les encadrer. C'est une question qu'on peut se poser. Mais là, ils sont bien tombés et c'est tant mieux pour eux. Bah, je propose parce que tu parlais de lui, je propose qu'on enchaîne sur Kate Cunningham, donc premier choix de draft, attendu très haut avec un début de saison un peu compliqué, blessé dans un premier temps. Il a dû prendre le train en route du côté de Détroit et débuter la saison un peu, voilà, un peu à l'arrache. En gros, pas mal de difficultés sur le tir en début sur ses premiers matchs. Et puis là, on sent une montée en puissance quand même. Quel est votre sentiment, vous, sur le début de saison de Kate Cunningham et puis ce qu'il a pu montrer jusqu'à présent? Bah, comme tu disais, il a été blessé au début, c'est difficile de juger. Et je pense que c'est aussi difficile de juger tout court avec ce que font les Pistons, aussi bien sur la manière dont ils ont composé leur équipe que sur la manière dont c'est coaché. Dwayne Casey, qui est un très bon coach, hein, c'est un ancien coach de l'année. J'ai toujours l'impression que c'est pas ce qui kiffe le plus de coacher que des jeunes et que ça doit lui manquer l'époque où il avait des vétérans. Et là, je suis pas trop fan de la manière dont ça joue, même avec ce contexte de plein de jeunes autour. Cunningham individuellement commence à aller un peu mieux, je trouve. Parce qu'au début, il essayait absolument de prendre des shoots pour se mettre en confiance, je suppose,
Mais c'est quand même compliqué parce que là, on les voit, là, le backcourt qu'il y a avec Kylian Hayes marche pas très bien, je trouve. Il y a un match où l'un va être bon, comme celui d'avant où c'est Kylian qui a été très bon, et celui d'hier où ils ont encore perdu, hein, mais où Cunningham a été bon et à droit. Il a été aussi impactant à la passe, au rebond. Voilà. J'ai du mal. On voit que c'est un beau joueur, qu'il a du talent. L'adresse, ça va venir parce que à la fac, on a vu son shoot, il n'a pas un shoot cassé, ou même s'ils ont essayé de lui modifier visiblement un petit peu pendant l'intersaison. J'ai envie d'en voir un peu plus. J'ai du mal à savoir si si le projet de cette année va permettre qu'on le voit vraiment, si ça va lui permettre de vraiment se mettre en valeur en comparaison de ce que son talent devrait lui permettre de faire, quoi. Moi, je suis pas fan du tout du roster des Pistons, pas du tout. J'aime pas du tout la mise en place. Par contre, malgré le fait que j'aime pas, je suis pas fan de cette idée de lancer des jeunes dans le grand bain comme ça et de mettre que des jeunes entre eux et de voir ce que ça donne. Je pense pas que ce soit idéal pour les développer, mais Cade Cunningham, je pense qu'il y a quand même des rayons de soleil positifs pour les Pistons. C'est-à-dire que c'est un joueur qui, je trouve, a du volume. Même s'il prend beaucoup de tirs, euh, tu sens que tu peux construire une attaque autour de lui. Tu le sens déjà, en fait. Alors que pourtant, voilà, comme on a dit, bah, il était blessé, il a raté le début de saison, il a raté la préparation. C'est pas facile, quoi. C'est presque comme là si c'était sa pré-saison. Sur les 4 derniers matchs, il est à 16 points. J'avais les stats tous les yeux tout à l'heure. Mais il est à 16 points avec des bons pourcentages là sur les 4-5. Alors, c'est un échantillon très faible, hein, mais on sent qu'il y a une montée en puissance du bonhomme. Et voilà, le fait qu'il ait du volume et que ce ne soit pas juste un scoreur, ça laisse penser que c'est un joueur qui peut aider son équipe à progresser. Moi, je pense que petit à petit, au fur et à mesure de la saison, on sentira que les Pistons joueront un peu mieux parce que Cunningham jouera mieux et aura réglé la mire. Et du coup, il y a quand même un potentiel qui est vraiment, vraiment intriguant quand on voit les qualités, le physique, même la mentalité, j'ai envie de dire. Tu mets tout ça ensemble et tu comprends pourquoi il a été premier choix de la draft, en fait. Ouais, je partage plutôt ton avis, Antoine. Alors, je ne parlerai pas des résultats à venir de Détroit, ça, je m'y risquerai pas. Par contre, j'ai le sentiment que les derniers matchs de Cade Cunningham sont révélateurs de ce qu'il peut montrer dès cette année. Il a un talent qui est rare, je trouve. C'est que déjà, c'est un meneur de grande taille, qui est Oui. costaud. Et je trouve qu'il arrive déjà à faire jouer le jeu à son rythme à lui. C'est-à-dire qu'il n'est pas en sur-régime. Et un petit peu, alors je ne vais pas le comparer son talent à celui de Luka Doncic, mais c'est quelque chose qui est frappant et que je trouve qu'on retrouve un petit peu chez les deux joueurs. C'est cette capacité à, sans forcément être le plus rapide, mettre les défenseurs en difficulté simplement parce que lui, il impose son tempo à lui et à trouver des décalages, trouver des petits changements de rythme qui peuvent sembler minimes de l'extérieur, mais un, avec un physique comme le sien, une belle vision de jeu, une belle technique et du talent qui lui permet de faire la différence quand il est dans un bon jour. Et ça, je pense que ça va se confirmer au fur et à mesure des matchs. Oui, non, clairement, clairement. Mais c'est un joueur intéressant. Faut voir après la construction tout autour. Et notamment, comme disait Shai, l'entente avec Kylian Hayes. Ils ont encore du mal à. Après, j'ai l'impression que Kylian Hayes est très important dans leur équipe, paradoxalement, même si ses stats laissent penser du contraire. J'ai l'impression que vraiment, il crée justement un peu de lien. Il faudrait que les deux puissent vraiment réussir à former une paire complémentaire parce que voilà, sinon, si tu as Cunningham qui brille, qu'est-ce que tu vas faire de Hayes après? Bon, c'est à voir, mais c'est intéressant pour eux, c'est clair. Ouais, ça va être intéressant à suivre. L'autre aspect qui est intéressant pour Kate Cunningham, c'est qu'il a été habitué aussi à jouer avec des joueurs très forts jusqu'à présent. Quand il était notamment, alors pas tant à la fac, c'est une chose, mais quand il était en high school, ils avaient une équipe de malades mentales. Avec Team USA, c'était systématiquement lui le meilleur joueur, mais d'effectifs qui étaient quand même Mais, bourrés de talent. Donc je pense ouais. que, enfin en jeune, je veux dire, donc je pense Même avec que Jalen Green, qui était justement, qui jouait avec lui sur un des mondiaux, et c'était lui et c'était Cunningham le patron. Ouais. exactement, ce qui me laisse penser que, enfin, ça me laisse penser que si Détroit commence à trouver un petit peu soit un fonctionnement, soit fait les échanges adéquats pour renforcer l'effectif, il saura trouver le moyen de rester un joueur d'impact, même si, même en étant épaulé enfin, entouré de meilleurs joueurs. Donc,
voilà, et je pense qu'il est trop tôt pour crier au scandale et dire que Détroit s'est planté, en tout cas en le choisissant Oui. en premier Ah pick. ouais, non, c'est sûr. Euh, il y a dans Clairement. tous les cas voilà, du potentiel et du talent. Euh, alors, on a plusieurs noms, on avait noté d'autres noms, on va forcément revenir dessus. Jalen Green, on est obligé de pas. Voilà, je pense que c'est arrêt obligé de parler de ce joueur. J'avoue que bon, moi, je l'avais pronostiqué comme potentiel rookie de l'année parce que je me suis dit, de toute façon, il va avoir tellement de tickets shoot que ça va être l'orgie, il va scorer dans tous les sens, etc. Même si les Rockets n'iront nulle part, n'iront nulle part. Début de saison quand même plus compliqué que je pouvais l'imaginer, notamment en termes d'adresse. C'est un vrai bazar, le machin. Qu'est-ce que vous pensez de ce début de saison de Jalen Green? Déjà, il a. Bon, on va parler du positif. Il a le style. Enfin, quand on le voit jouer, il y a l'impression. Non, mais le style, comment dire, il est excitant à voir jouer parce qu'on sent qu'il a une fluidité athlétique. Il respire l'enthousiasme. Il est content d'être là. Ça va peut-être pas durer toute la saison s'ils battent le pire bilan de tous les temps. Mais par contre, on voit que c'est un beau basketteur. C'est un basketteur de son âge aussi, de sa génération, hein, parce qu'on le voit tenter des shoots et des gestes compliqués. Mais on a vu sur certains matchs, il y a un match c'est le match contre les Lakers, je crois, où Ouais, contre les Lakers, il met 30 points, je crois. il marque un moment, il fait 24 points. Au début novembre, il fait 24 points à 50% à 3 points. Enfin, des tirs compliqués où il prend ses responsabilités, il est bien. Mais c'est comme pour Cunningham, en fait. C'est-à-dire que je ne sais pas si le contexte est parfait pour qu'il se développe comme ce serait idéal pour lui. En fait, là, il a beaucoup de shoots. Il a un back court un peu bancal avec Kevin Porter qui perd beaucoup le ballon. Ils ont du mal, je trouve, à combiner ensemble, à jouer ensemble. Mais sinon, il y a très beaux joueurs. Ça va être compliqué pour le rookie de l'année, même s'il va faire des stats, il sera dans les meilleurs scoreurs des rookies. Euh, moi, je ne veux pas trop non plus être sévère avec lui. Ça dépend de ce que demandent les coachs, ça dépend de qui il est entouré. Et là, voilà, c'est Houston, c'est pas très clair ce qui se passe autour. Est-ce qu'il faut tout le temps donner la balle à Christian Wood parce que c'était le meilleur joueur de l'année dernière? Enfin, voilà, c'est compliqué. Moi, je veux pas le condamner, c'est très tôt. Il est plutôt franchement rafraîchissant à voir jouer. Il y a des matchs, il va claquer des dunks monstrueux, prendre des shoots hyper compliqués et les mettre. Voilà, donc laissons-lui un peu de temps. Moi, je trouve que vous êtes dur pour le Roy. Je pense qu'il a un Ricky Rubio d'être favori pour le Roy. Est-ce que c'est l'association avec Kevin Porter Jr., alors je la comprends pour les Rockets, je comprends que c'est logique, ils ont eu Porter Jr. contre rien, ils ont un joueur qui a l'air très fort individuellement, qui fait des stats, qui est jeune, qu'ils ont envie de développer aussi, donc ils se disent, bon, on va mettre les deux ensemble, mais je pense que c'est à la fois l'association la plus intrigante et la plus stupide de tout le championnat. Et en fait, du coup, alors Porter Junior a des passes décisives au compteur, donc, mais c'est pas un joueur collectif et surtout il n'y a pas de meneur en fait, il n'y a pas de gestionnaire et c'est très dur je trouve de lâcher Jalen Green du coup comme ça parce que au final ils jouent juste isolation sur isolation chacun leur tour, pick and roll sur pick and roll et il n'y a pas un vrai projet de jeu et c'est dur et pour moi ça explique aussi en grande partie ces pourcentages qui sont vite très vilains depuis le début de la saison. Mais c'est, je pense, un joueur qui. Je ne peux pas vraiment comparer avec la deuxième partie de saison d'Anthony Edwards parce que ce n'est pas les mêmes équipes. Mais c'est un joueur que je vois bien aller de mieux en mieux. Même si, voilà, il va peut-être pas nous claquer à la fin de la saison du 17 points à 45%, mais je pense que sa moyenne de points va monter. Ses pourcentages ne peuvent que monter. C'est Tu as un raison sur joueur qui. sur le côté avec c'est vrai qu'il y a un peu quelque chose de. Parce qu'Edwards avait commencé hyper poussivement l'année dernière et au final, il n'était Ouais, pas si loin de. Enfin, il n'était pas très loin de la mélo au final, au niveau de l'impression. En tout cas, on se disait qu'il pouvait peut-être gagner. sur la Euh, deuxième partie de saison, ouais, clairement. ouais, et puis il faisait, voilà, au début, c'était compliqué hein, au niveau de l'adresse. Il prenait des shoots. Là, ouais, non, c'est clairement un truc, un modèle qui peut calquer. Ouais. Après, je pense qu'effectivement, les Rockets seront tellement mauvais que, effectivement, pour la course au Rookie of the Year, bon, il sera peut-être pas élu, mais je pense vraiment que petit à petit, vers février-mars notamment, autour du Rookie Game, du All-Star Game, on verra Jalen Green quand même plus régulier et avec des stats qui vont remonter. Et on sait très bien comment ça marche ce genre de course au trophée. Plus généralement, plus tu fais des stats, plus tu es cité.
Alors, peut-être pas dans le top 2, mais voilà, dans les mentions, il y sera de plus en plus. Et on se dira peut-être, ah ouais, quand même, les Rockets, ils ont un joueur. Mais ce qui est intéressant vraiment cette année, c'est que déjà, je pense, ça va être l'une des courses au trophée de rookie de l'année les plus serrées qu'on a vu depuis longtemps. Et comme on en parlait avant de commencer le podcast, pour une fois, c'est pour les bonnes raisons. Parce que parfois, c'est parce qu'il n'y a personne vraiment qui se détache. Là, il y a plein de bons joueurs. Et ce que je trouve vraiment intéressant, notamment grâce à ce que font Evan Mobley et Scottie Barnes, c'est qu'il y a des critères qui vont peut-être rentrer cette fois-ci dans l'élection du rookie de l'année qui ne sont pas là d'habitude, à commencer par la défense et l'impact sur l'équipe, dans le sens, est-ce que ce rookie, au-delà de faire des stats, il permet à son équipe de gagner? Et ça, je trouve ça vraiment intéressant cette année. Ça risque rien que le fait que ce facteur-là puisse rentrer en ligne de compte et peut-être au bout du compte puisse déterminer qui sera effectivement rookie de l'année, ça fait que la course va être intéressante toute l'année, je pense. Ouais, je me demande si d'ailleurs ça n'a pas un peu joué pour Lamelo. Mais à la marge. Parce que Lamelo, avant qu'il se blesse, au final, les Hornets étaient quatrième. Tu sais, il avait réussi à en faire une équipe qui gagne. Mm. Enfin, qui gagne, avec des guillemets, mais oui, si, je crois qu'ils sont quatrième au moment de sa blessure. Ou en tout cas, ils ont été un temps quatrième. Donc, ça commence, ouais, peut-être. Et là, je suis d'accord avec toi, là, clairement, parce qu'il risque d'y avoir des oppositions entre joueurs à grosses stats, mais tout petit bilan, et joueurs avec des belles stats, mais au sein d'équipes voilà, qui se battent pour un spot en play-off ou en play-in. Et clairement, ça donne envie de les récompenser. Tu as envie de te dire, non, mais attends, mais lui, c'est le deuxième ou troisième meilleur joueur d'une équipe qui est déjà là à jouer à septième place. Il a de l'impact. C'est lui le rookie de l'année. Eh ben, ça va être super intéressant à suivre. Pour finir, je vous propose qu'on passe un petit peu en revue et je vous donne des noms, vous me dites ce que vous en pensez. Alors, le chouchou de Shai en ce moment, Alperen Sengun des Rockets. Un petit mot, Shai, là, sur ce joueur sur qui tu as écrit un article d'ailleurs cette semaine sur Basket Session. Ouais, bah, c'est un peu c'est l'éclaircie dans la grisaille, je trouve, à Houston, où tout part un peu dans tous les sens dans le jeu, c'est pas très clair. Il n'a pas énormément, enfin pas tant de temps de jeu que ça. J'aimerais le voir plus, même si la défense n'est pas encore son point fort et que du coup, il peut être exposé contre des pivots plus costauds. J'adore sa vision de jeu, son toucher pour un big man. C'est un big man très moderne. Il joue que 18-20 minutes par-ci par-là, mais on le voit faire que des bons choix. L'autre jour, je le vois, il se retrouve avec 3 puis 4 joueurs dessus. Il ne cherche pas le truc compliqué, il trouve une passe magnifique dans la raquette. Que des petits trucs comme ça. Et puis, il a la maturité qu'a impliqué en fait, le fait qu'il a été élu meilleur joueur de son championnat l'année dernière. En fait. Il a beau avoir 19 ans, c'est un joueur qui a l'habitude de jouer avec les adultes. Malgré la différence de culture, je le trouve vraiment déjà très bien intégré dans le jeu. Et j'ai envie d'en voir plus, quoi, plus que 18 ou 20 minutes par match. Eh ben, super, on va suivre ça. Et Antoine, j'en ai un autre pour toi, Franz Wagner d'Orlando, là, qui fait Il a fait. C'est marrant parce qu'il s'affirme comme la deuxième option offensive du Magic, qui est une équipe complètement invraisemblable. Mais du coup, ouais, il score beaucoup. Il étire ça, voilà, le cliché un peu de l'intérieur fuyant qui étire les lignes et qui shoot. Mais il a du jump aussi. Et je l'ai vu classer un ou deux dunks. Mais bon, c'est intéressant. Après, je trouve que c'est très dur de vraiment jauger des joueurs qui jouent dans une équipe comme ça. Alors, tu peux vraiment faire une saison à 13-15 points et après, on n'entend plus jamais parler de toi parce qu'au final, c'est juste que c'était une question d'opportunité. Tu t'es retrouvé une année à avoir beaucoup de ballons dans une équipe faible. Du coup, Il défend bien, hein, je trouve. Et ouais, ouais, bon défenseur. faut prendre le contexte d'Orlando, évidemment. Mais il défend bien, il est meilleur que son frère déjà. ouais, ouais, C'est il pas a le l'air même joueur, meilleur que son frère. Ouais. c'est pas du tout le même joueur. Hein, mais oh non, pas mal. Vu le contexte et il n'y a pas beaucoup de motifs de réjouissance à Orlando, c'est pas mal. Oui, faut voir si ça donne. Moi, après, j'ai pas beaucoup regardé Orlando et j'ai du mal voilà, comme je disais, à jauger vraiment les joueurs de ces équipes-là. Mais en tout cas, c'est intéressant qu'ils démarrent comme ça. Ils démarrent mieux que Jalen Suggs, pour le coup, Ouais. qu'ils ont drafté en 5. Donc, pour l'instant, c'est leur meilleur rookie. À voir sur la suite et sur les années à venir. Intéressant en tout cas. Et puis effectivement, les deux joueurs, là, Alperen pardon, Sengun et Wagner, deux joueurs aussi qui sont aguerris dans les championnats FIBA auprès d'adultes ou en compétition internationale quand même de haut niveau en jeunes. Et tout ça, je pense que ça joue dans le fait qu'ils puissent être aussitôt des joueurs d'impact maintenant dans leurs équipes respectives. Je vous propose de passer sur le deuxième gros sujet qu'on avait préparé pour aujourd'hui. On voulait parler de Dallas.
Donc les Mavericks, l'équipe de Luka Doncic, on sait qu'ils iront aussi loin que lui pourra les porter. Équipe avec pas mal de points d'interrogation, malgré tout, du talent, un joueur qui est potentiellement candidat au MVP tous les ans avant même d'avoir débuté l'année. Et quand même, voilà, plusieurs questions. Là, à l'heure actuelle, Dallas est troisième de sa conférence, un bilan de 9 victoires pour 4 défaites. Donc, très bon début de saison au bout du compte. Et pourtant, il reste pas mal de questions. Quel est votre sentiment, vous, sur Dallas à ce stade de la saison? Comment est-ce que vous les voyez? Je propose de commencer avec toi, Antoine, parce que tous les deux, de manière un petit peu, comment dire, ambitieuse, on les avait pronostiqués comme étant potentiels finalistes NBA l'an prochain avec tout un tas d'astérix autour des guillemets et des parenthèses. Comment tu les vois au bout du compte? Bah, j'y crois toujours hein, sur ce pronostic de voir Dallas aller en finale. Je pense que c'est quand même une conférence Ouest pardon, qui est ouverte, comme on en parlait un peu déjà la semaine dernière, sans gros épouvantail. Donc je pense que tu peux théoriquement aller en finale sans être une équipe parfaite. Dallas n'est clairement pas une équipe parfaite. Il y a les ingrédients pour, même si je pense qu'il leur manque une pièce, un joueur, pour vraiment passer un cap, il y a les ingrédients pour aller loin, pour faire mal à beaucoup d'équipes. Et ce que je trouve intriguant, c'est qu'en fait, ils sont troisième avec 9 victoires, 4 défaites. Mais Doncic fait pas des très bonnes prestations. Il n'est pas très bon en termes d'adresse, il n'est pas très adroit. C'est pas le meilleur Doncic qu'on ait vu jusqu'à présent. Porzingis commence à monter en puissance, mais il a déjà raté des matchs. Ils sont à 6-2, donc ils ont gagné 6 matchs sur 8 quand il est là. Et lui est très bon sur les 4 derniers matchs. Il est à plus de 20 points, 51% au tir, 41% à 3 points. Donc voilà, après des périodes comme ça, il y en a chaque année. Mais s'il arrive à tenir, c'est toujours la même problématique. De toute façon, c'est si son corps et que lui arrive à enchaîner les matchs et à continuer à se montrer régulier, il y a la matière à faire quelque chose. Surtout que, comme le disait Zach Lowe, c'était intéressant, il commence à jouer de plus en plus avec Porzingis en 5. Et voilà, bon, c'est clairement Porzingis, tu peux pas vraiment. Alors, c'est compliqué parce qu'en 5, ça veut dire que c'est lui qui doit se retrouver à protéger ton cercle. Il a la taille pour. À New York, il mettait pas mal de contres. Est-ce qu'il a la. Voilà, c'est théoriquement un joueur que tu peux isoler sur pick and roll et que tu peux déborder, mais voilà, s'il se dépasse en défense, ça peut être à la fois ta tour de contrôle, tout en ayant ensuite, tu joues avec Porzingis, c'est 4 extérieurs et c'est Luka Doncic qui a la balle. Mais là, Doncic, il peut se régaler. Et théoriquement, si en plus les joueurs autour, c'est Jalen Brunson, Hardaway Jr., des bons shooters comme ça, tu as vraiment une formule qui peut être très, très intéressante, qui peut prendre de vitesse beaucoup d'équipes, mettre beaucoup de 3 points. Il y a un vrai potentiel. Et voilà. C'est un scénario, je n'allais pas dire utopique, mais pas loin, parce que Oui, Porzingis, ça implique qu'il joue quand même des grosses minutes et tout au long de la saison. Et oui. c'est ce qui m'inquiète avec lui, parce que regarde, tu prends sa meilleure saison NBA avec les Knicks, il avait fait un démarrage canon un peu dans ce registre-là, on va dire, et il s'est blessé juste avant le All-Star Game alors qu'il est nommé All-Star, et il a toujours du mal à. Mais après, je suis d'accord, hein, s'ils arrivent à lui faire obtenir une fiabilité physique ou à pas trop l'entamer physiquement, à lui permettre des plages de repos, ouais, c'est sûr que c'est le schéma parfait, ce que tu dis là. Mais l'ironie, c'est qu'il ne fait pas non plus un démarrage canon, en fait. Ni lui, ni Doncic ne font des démarrages canons. Alors lui, là, il monte en puissance sur les derniers matchs, mais il ne fait pas forcément un démarrage canon. Il n'est pas sur des très bons pourcentages sur la saison. Il est à 19 points. Il est même moins bien que l'an dernier. Il est un peu en dessous. Il est à 44 et 35 à 3 points sur la saison. Donc, il n'est pas extraordinaire. Et même les Mavericks arrivent à être troisième avec un différentiel négatif, Ouais. ce qui est assez incroyable. Normalement, voilà, tu es sur le podium, tu es au moins dans le top 10, soit en attaque, soit en défense. Eux, non, pas du tout. 19e en défense, 19e en attaque, 16e en défense. Donc, ils sont théoriquement mauvais sur les deux, ce qui s'explique juste par le fait qu'ils ont pris quelques tôles mémorables. Et pour l'instant, en plus, ils n'ont pas vraiment perdu contre des petites équipes. Ils ont perdu contre Chicago, contre Denver. J'ai oublié quelle est la troisième. Enfin, il y a une autre défaite, mais je ne me souviens plus là comme ça. Mais c'est une équipe qui, je pense, est vraiment intéressante. Il faudrait une pièce de plus, un transfert en cours de saison, un Eric Gordon ou un mec Ce que que tu j'allais dire, quelle récupères pièce ailleurs. justement, parce que est-ce que tu voyais plus un shooter ou un autre intérieur Parce qu'à l'intérieur, ce qui me fait peur dans le scénario dont tu parlais, admettons que Porzingis qui joue 5,
soit il se blesse ou il a des soucis. Derrière, c'est Dwight Powell, Marjanovic et Colistein, et c'est dur, quoi. Mais en fait, Kleber joue 5 aussi des fois quand il jouait small ball. Et Maxi. Ouais, Kleber, ouais. ouais, mais c'est ça. Pour moi, tu gardes la même configuration, sauf que par contre, en fait, si Porzingis se blesse, je vois pas ça comme tant un problème dans le sens où ton pivot derrière. C'est plus dans le sens tu perds ton deuxième scoreur. C'est pour ça que je dis que c'est intéressant d'avoir un autre joueur, une autre pièce. Alors j'ai dit Eric Gordon, mais il doit y avoir mieux. Mais même, je pense, Eric Gordon, c'est pas un mauvais exemple, même si effectivement, c'est pas forcément le joueur qui va vraiment chambouler ton équipe. Mais si tu te retrouves avec un autre scoreur aux côtés de Doncic, si Porzingis se blesse, mais que tu gardes la même configuration avec un pivot small ball, que ce soit Powell ou même Dorian Finney-Smith, si tu veux aller vraiment très petit, et qu'en fait, tu as juste un autre mec qui peut un peu attaquer en dribble, et c'est un peu ce que fait Bronson, de toute façon, depuis le début de la saison. Si tu as un autre mec percutant aux côtés de Doncic, tu gardes un système qui peut vraiment faire des dégâts sur beaucoup de défenses. Alors après, sachant que l'idéal serait vraiment qu'il y ait Porzingis, Doncic, plus cette autre pièce, que ce soit un joueur du banc. Je vois plus un extérieur, ou en tout cas un ailier. En fait, mais même presque peu importe, j'ai envie de te dire. Tout ce qu'il faut, c'est qu'ils aient au moins un bon joueur de plus. Un mec qui est peut-être pas un gros scoreur, mais un gars qui leur apporte en plus de la sérénité. Et tu peux commencer à vraiment. Après, ça dépend toujours de Doncic. Hein. Tu parlais de Brunson. Moi, c'est un des joueurs qui, à mon avis, est le plus responsable du bon début de saison, au moins au niveau comptable. Parce que Oui. il sort du banc. Pour moi, il est dans les meilleurs sixième hommes de l'année pour l'instant, assez nettement. Il score, il a 15 points par match, quasiment 5 passes. Je le trouve vraiment. Là, on retrouve le gars qui a gagné des titres avec Villanova, qui a du QI basket. Malgré un petit gabarit, il s'en sort hyper bien. C'est le genre de joueur, là, son temps de jeu en augmentation, c'est aussi une des raisons pour lesquelles il s'en sort aussi bien, parce que comme tu disais, Doncic, qui a enchaîné quand même le TQO, les JO, il a eu très peu de repos, et on sait que c'est pas un forcené du travail à la base, il ne fait pas des intersaisons de folie c'est plutôt bien que les Mavs s'en sortent comme ça, sans qu'il ait eu besoin de scorer 40 points d'entrée. Ouais, je voudrais rebondir sur deux choses que vous avez dites. Je revenir une seconde sur Porzingis. Effectivement, il avait débuté en attaque la saison de manière assez catastrophique en termes d'adresse. Là, il est en train de monter en puissance. Mais finalement, l'an dernier, c'est pas tant offensivement en fait que j'ai trouvé qu'il manquait à Dallas, c'est plutôt défensivement. L'an dernier, vraiment, il avait beaucoup de mal à bouger. Il pouvait pas du tout protéger le cercle comme il le faisait ou combler les brèches comme il le faisait par le passé. Et moi, j'ai le sentiment que si Dallas veut avoir des chances d'aller loin, c'est vraiment dans ce registre-là qu'il faut que Porzingis puisse retrouver le niveau qui a été le sien, parce que défensivement, c'est un joueur vraiment intéressant qui est vraiment précieux pour cette équipe. Et à partir du moment où s'il peut avoir un vrai rayonnement en défense, je ne vais pas dire que son apport offensif, c'est du bonus parce que Dallas a besoin de points, mais ça permettra à Dallas d'avoir un coussin bien plus comment dire, confortable pour pouvoir juguler les fois où il ne mettra pas dedans, ou les fois où il passera son temps uniquement à tirer à longue distance sans pouvoir se rapprocher de la raquette. Donc c'est vraiment là-dessus que je pense qu'il faudra garder un œil. Et sur ce début de saison, je le trouve quand même déjà plus mobile que l'an dernier. Donc j'ai l'impression que niveau du genou, pour l'instant, ça va un petit peu mieux. Il faudra bien sûr suivre tout ça de près. Et tu allais dire, pardon Antoine, Non, vas-y. j'allais dire, il y a aussi l'aspect psychologique, je pense. Il faut voir, et c'est intéressant parce que Jason Kidd a l'air quand même de l'avoir remotivé, mais je pense que Porzingis, si tu veux qu'il défende, il faut aussi qu'il soit impliqué en attaque. Et c'est humain quelque part. Tout le monde n'a pas forcément, tu vois ce que je veux dire, le déclic de se dire, je vais défendre dur constamment. Il y a des joueurs, si tu veux qu'ils se donnent en défense, il faut qu'ils aient aussi la balle en attaque pour qu'ils se sentent vraiment impliqués. Et alors, je connais pas assez Porzingis, mais enfin, je connais pas Porzingis personnellement, mais j'ai le sentiment qu'il y a quand même aussi, en plus du physique, une barrière psychologique qui doit être cassée pour que ça marche. Ça a beaucoup parlé pendant l'intersaison. Il y avait beaucoup de rumeurs sur le fait que les Mavs en avaient marre, que ça fonctionnait pas entre Doncic et Porzingis, que Porzingis faisait la tronche. Il y a plein de trucs qui faisaient que là, avec l'arrivée de Jason Kidd, pour l'instant, ça a l'air ça fait pas de vague, quoi. Porzingis, les gens sont plutôt positifs. Il y a encore une marge de progression, mais c'est pas mal. On a déjà oublié les rumeurs de l'été, je trouve.
Ouais, de toute façon, mais ce qui est sûr, c'est que ça commence par la santé, hein. Ça, c'est évident Oui, pour Porzingis. Mais l'an dernier, j'avais quand même le sentiment qu'en termes de mobilité, c'était pas. Parce que, honnêtement, pour avoir eu l'occasion une fois de le voir jouer en vrai, quand il était encore du côté de New York, c'est incroyable. Un joueur de cette taille avec une telle fluidité, rien que l'échauffement, il tape des mouvements limite mieux réalisés que certains arrières de petite taille. S'il perd sa mobilité, c'est plus, il ne peut pas avoir le même rendement que celui qui lui a valu son surnom de licorne. Donc, j'espère que ce début de saison, en tout cas d'un point de vue physique, se confirmera. Et pour rebondir sur ce que tu disais, Shai, sur Jalen Brunson, bah, super joueur. Moi, déjà les saisons précédentes, je trouve que c'était quand même un très bon joueur de l'escouade du banc. C'était un très bon complément de cette équipe. On ne va pas en revenir en perdre des tonnes, mais c'est vrai que tu as l'impression systématiquement que tous les joueurs qui sortent de Villanova, de toute façon, c'est des joueurs qui sont prêts à jouer, qui sont intelligents, qui ont été bien formés et qui savent s'adapter au basket moderne en termes de spacing, en termes de mouvement sans la balle, etc. Donc ce début de saison, je suis d'accord avec toi, Shai, je pense que Jalen Brunson y est pour beaucoup. Et pour revenir sur ce que disait Antoine, c'est peut-être aussi un risque. C'est-à-dire que je pense que dans l'idéal, il faudrait que Dallas puisse performer comme ça sans forcément avoir besoin d'un Jalen Brunson aussi étincelant en sortie de banc. Parce que le risque, c'est que derrière, en fait, je trouve un peu étrange cet effectif de Dallas, où quand on regarde derrière les titulaires, il y a pas mal de joueurs qui ont un petit peu le même profil, mais sans qu'il y en ait vraiment un qui sorte du lot, quoi. Et pour rejoindre ce que tu disais, Antoine, je pense qu'effectivement, il manque un joueur, alors pas forcément, je pense pas forcément un joueur All-Star ou un joueur, bien sûr, s'ils peuvent récupérer non, un moi joueur non plus. de ce volume-là, c'est parfait, mais je pense un joueur avec un peu plus d'impact, notamment dans le scoring, en plus de la défense, ce dont Dallas a besoin dans tous les cas. Non, moi non plus, je ne voyais pas forcément un All-Star. Et c'est pour ça que je trouve que Eric Gordon, c'est un des Ouais, noms ça a qui du m'était sens. venu en tête Ouais. ce matin. C'est parce que, Mm. bon, il joue à Houston et à un moment, Houston va bazarder ses joueurs. Et il y a moyen de récupérer des joueurs comme ça sans forcément lâcher de trop grandes contreparties, donc sans affaiblir ton effectif. Mais oui, je voyais aussi ça, un vétéran, c'est pour ça que j'ai dit un extérieur, parce que je voyais bien quelqu'un qui score. Par contre, pour Bronson, quelque part, là, comme vous le dites, hein, ils scorent autant quelque part aussi parce qu'ils en ont besoin. Mais j'ose imaginer qu'à un moment, Doncic, en fait, et notamment à l'approche des playoffs, on va retrouver du. Et c'est pour moi, si je les ai mis en finale, la première raison, bah, c'était Luka Doncic. Je m'étais dit, ils ont potentiellement le meilleur joueur de la conférence Ouest, même si Stephen Curry, enfin, c'est délicat à vraiment. Il y a les frères Jokic qui veulent ton numéro au passage. Ouais, alors oui, après, oui, 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 carrément, tu peux aussi. Mais tu vois l'idée. J'ai, j'ai- les équipes tournent autour beaucoup Bon, Jokic est encore un cas à part, mais des joueurs qui portent la balle. Jokic, pour le coup, porte la balle. Et au final, Doncic, je me suis dit, bon, c'est vraiment, tu sais, c'est une forme de LeBron James, euh, version européenne. C'est le gars qui arrive, il va avoir tous les ballons au début de sa carrière et d'une manière ou d'une autre, il va mener son équipe loin. Et moi, c'est exactement ce que j'imaginais pour cette équipe des Mavericks. Un Luka Doncic qui est tellement fort qu'en fait, même si ton équipe elle a des imperfections, tu arrives à aller jusqu'en finale, peut-être pas gagner, tu n'es pas mis vainqueur, mais voilà, tu profites un peu de l'absence de gros mastodontes dans ta conférence et tu te reposes sur le talent le plus brillant et du coup, bah, tu vas jusqu'en finale. Et voilà, je Et- pense que Doncic, à un moment, et ça va remonter en puissance. mais ce qui est un petit peu inquiétant, parce que tu parlais de gros mastodontes, c'est justement l'état de forme Des de Warriors. Luka Doncic quand même. Parce que Ah oui, oui, non, oui, non, non, pardon, je parlais oui, de justement Luka qui sur est quand même Dallas. Ouais. loin d'être affûté comme on pouvait espérer qu'il le soit à ce moment. Alors, je vais pas dire que c'est un moment charnière de sa carrière, mais c'est un moment quand même où il y a un petit palier où tu peux essayer d'aller un peu plus loin que d'habitude. Et c'est vrai que là, quand on le voit, enfin, je sais pas s'il part en vacances avec Zion ou pas, mais au niveau des Oui, habitudes alimentaires ou de l'hygiène de vie, ça n'a pas l'air Et d'être il ça. fait toujours un peu ça, c'est-à-dire qu'il se met en forme physique au fur et à mesure de la saison, ce qui n'est pas toujours recommandé, hein, c'est sûr. c'est une Et, Draymond Green, ouais, c'est une voilà, Shaq. petit à petit, voilà, c'est ça. Mais quelque part, Shai, il a très bien souligné, il a beaucoup, beaucoup enchaîné. Ils ont fini les playoffs tard, il a fait le TQO, il a fait les JO et il a repris. Et là, comme par hasard, il est blessé. Donc on dit qu'il n'est pas tout à fait en condition et là, il s'est blessé à la cheville hier.
Donc là, ils ne savent pas encore. Ils ont d'ailleurs 2 chocs à venir contre Phoenix qui seront très intéressants à suivre pour Porzingis d'ailleurs. Parce que si Doncic ne les joue pas, ça va être intéressant de voir comment Porzingis encore repasse en mode première option. Mais ils ont 2 chocs contre Phoenix les Suns et les Clippers. Voilà, je pense qu'ils ne vont pas. Moi, à la base, je les imaginais faire peut-être une saison à 60 wins. Non, là, je revois ma position. Mais s'ils arrivent à se maintenir juste dans le top 4, avec Doncic qui peut des fois se reposer un peu, puis tranquillement se remettre dans le bain, ça peut être intéressant en avril-mai. Moi, j'y crois honnêtement. Je sais pas pourquoi, parce que c'est vrai que c'est pas l'équipe la plus impressionnante sur le papier, mais je vois bien cette équipe aller loin. Non, mais dans tous les cas, enfin, je te rejoins. Tout à l'heure, je t'embêtais là quand tu parlais de meilleurs joueurs de la conférence Ouest. Ça reste de Ouais. toute façon, tout passe par lui. C'est-à-dire que potentiellement, chaque série de playoffs, ce sera soit lui le meilleur joueur, soit il sera dans la discussion pour le meilleur joueur. Finalement, entre lui et les autres meilleurs joueurs de la conférence, il n'y a quand même pas beaucoup d'écart. Donc, quand on a un joueur comme ça dans son équipe, on sait qu'on peut aller loin. Surtout qu'on sait que les saisons sont longues avec les blessures, les problèmes de Covid, etc. Dallas garde toutes ses chances. Puisqu'on a parlé d'équipes et de joueurs enthousiasmants, je vous propose qu'on fasse un tour du côté obscur pour aller voir ce qui se trame au fin fond des conférences et avec un focus sur quelques équipes. Alors, voilà, on voulait parler des cancres de la NBA, les pires équipes. Et finalement, en discutant entre nous, on s'est rendu compte qu'il y avait quand même 2 scénarios un petit peu. Il y a les équipes qui sont nulles, mais soit qui le savaient, soit qui voulaient être nulles. Et il y a les équipes qui n'ont aucune raison d'être aussi nulles qu'elles le sont et qui se retrouvent dans des situations un peu catastrophiques à court terme et à long terme si leurs meilleurs joueurs décident d'aller voir ailleurs. Je vous propose qu'on commence avec les équipes de ce calibre-là. Il y en a 2 qui sautent aux yeux. New Orleans, 14e de la conférence Ouest, un bilan de 2 victoires pour 13 défaites. Zion Williamson, qui a l'air d'avoir mangé Zion Williamson. Et de l'autre côté, Minnesota, 12e de la conférence Ouest, 4 victoires, 9 défaites, et un Karl Anthony Towns, qui est peut-être un des plus gros talents de la NBA, qui prouve toujours qu'il n'est pas à même finalement d'être une première option dans une équipe qui gagne. Dans une équipe qui voudrait gagner. Une équipe qui gagne, c'est encore autre chose. Voilà, quel est votre sentiment sur ces 2 équipes? Je vais commencer avec toi, Shai. Je ne sais pas avec laquelle de ces 2 équipes avec laquelle tu as envie de commencer, mais est-ce que tu vois un peu d'espoir pour eux cette année ou est-ce que c'est Doomsday pour toute la saison? Ouais, franchement, j'ai peu d'espoir avec le démarrage qu'elles ont fait. Et c'est vrai que c'est un peu similaire. C'est des équipes où on se disait, il y a quand même du talent, de quoi aller. Surtout maintenant qu'il y a le format de play-in, tu peux te dire, si elles arrivent à l'accrocher, c'est pas une si mauvaise saison que ça. Sur un malentendu, ça peut passer. Les Pelicans, on espérait que Zion joue plus tôt. Et au final, la franchise est un peu tributaire, pour pas dire prise en otage par la situation. Et de son propre fait. Hein. Là, David Griffin, le GM, il est sur la sellette, tout le monde le dit, parce que pour les choix au niveau du coaching la saison dernière avec Van Gundy, ça n'a pas du tout marché. Le fait qu'ils ne veulent pas contrarier Zion en lui imposant des contraintes en termes d'hygiène alimentaire et compagnie, c'est compliqué. Sur le papier, quand tu regardes, tu as Brandon Ingram et Zion Williamson, ils sont dans les meilleurs jeunes joueurs de la NBA en théorie. Tu peux te dire, avec quelques vétérans autour, l'affaire est dans le sac et tu joues au moins les 10 premières places. Et non, là, il n'y a rien qui va, ça ne gagne pas. Il y a pas de. L'atmosphère n'est pas positive, ça se voit quand tu regardes les matchs. Ingram a manqué 6 ou 7 matchs, je dirais, quelque chose comme cela récemment. Il revient, donc ça va. Logiquement, ils vont se remettre à gagner quelques matchs, je pense, parce que c'est quand même un gros talent. Mais tant qu'il n'y a pas Zion et tant que la situation est comme ça, avec un coach rookie, même, je sais que vous l'aimez bien, Willie Green, mais c'est un coach rookie qui découvre une situation pas simple. Donc, non, pour les Pelicans, voilà, c'est compliqué. Et pour les Wolves, comme d'hab, ils démarrent un peu avec quelques promesses. On voit Kat on se dit c'est bon, c'est la saison, il casse tout. En plus, on a envie qu'il casse tout. Le pauvre, il a connu tellement de malheurs ces derniers mois et ces dernières années qu'on a envie qu'il casse tout. Et au final, les matchs où il y a pas le trio Kat, Edwards et Russell qui cartonnent, c'est défaite quasiment à chaque fois. C'est assez terrible. On ne sait pas vraiment ce qu'ils doivent faire pour y arriver. Sur le papier, il y a aussi du talent. Hein. Parce que vous en pensez pour Minnesota, mais ça devrait suffire pour faire bien mieux que ça, normalement. Moi, je suis Antoine, un gros sceptique des Wolves de base, en fait.
peut-être à tort, mais avant le début de la saison, quand je voyais les fans des Wolves s'attendre aux playoffs, je trouvais déjà ça complètement irréaliste. Je ne suis pas le plus grand fan d'Anthony Edwards, même si je le trouve drôle. J'ai mes limites aussi sur le potentiel du bonhomme. Après, même si, bon, lui, pour le coup, il a vraiment du potentiel, donc peut-être qu'il me donnera tort. Mais je trouve que c'est pas l'équipe qui m'enchante le plus. Après, eux, pour le coup, ils peuvent relever la barre. En fait, c'est une équipe qui va être irrégulière toute la saison. Et c'est pour ça que de toute façon, je ne les vois pas en playoff. C'est une équipe qui va gagner. Ils ont démarré à 3-1 ou 3-0 pour ensuite enchaîner 6 défaites de suite. Là, maintenant, ils sont à 4-9. Ouais, c'est ça, 4-9. Oui, 4-9. Voilà, ils vont avoir un moment nouveau, un bon passage. Et puis ça va alterner. J'ai du mal à faire confiance à leur leader. Kat a beau être un super joueur, je pense que c'est un joueur qui a besoin d'un changement des scénarios, qui a besoin d'un changement de scénario. Et je pense que dès qu'il aura l'occasion, il va se précipiter dessus. Il est free agent, je crois qu'en 2023 ou 2024. Mais du coup, je pense qu'à l'issue de la saison, ça ne m'étonnerait pas que ça commence à demander que lui commence à demander son transfert. Là, pour l'instant, ça ne sert à rien qu'il le fasse. Il a trop d'années de contrat restant. Il sait très bien que ça ne servira à rien, mais ça ne m'étonnerait pas qu'à un moment, lui, il cherche à se barrer. En tout cas, dès qu'il ait l'occasion, il cherche à se barrer. Il dit qu'il veut rester absolument, qu'il aime les défis, et puis en même temps, il like des trucs hashtag FreeCat. Et oui, voilà, et pour ensuite, le fameux coup de ouais, je me suis fait hacker, le truc classique. J'ai jamais vu, petite parenthèse, t'imagines si tu te retrouves à hacker le compte Twitter d'un joueur NBA. Je vois vraiment pas pourquoi le premier truc que tu ferais, c'est de liker des tweets concernant ce joueur. Mais ça n'a aucun sens. Regarde les DM, va regarder ce qui se passe en DM, mais qu'est-ce que tu vas aller liker? Ça n'a aucun sens. Donc pour moi, c'est l'excuse la plus débile. Et à chaque fois, en me disant ouais, j'ai été hacké. Arrête, tu sais juste pas quel membre de ton entourage a liké le tweet, c'est tout. Mais bon, enfin bref, peu importe, à la limite, c'est même pas. Je trouve que je pense que Kat aura toujours du mal à mener les Wolves. Anthony Edwards, je ne suis même pas sûr que lui et Anthony Edwards s'entendent très bien. J'ai pas beaucoup. Alors, le seul élément que je peux ajouter pour illustrer un peu ça, c'est la tête de Kat quand Anthony Edwards avait la balle dans l'aile. Je ne sais pas si vous avez vu cette vidéo. Anthony Edwards, la balle dans l'aile. Kat, il regarde, il commence déjà à se barrer de l'autre côté parce qu'il sait très bien que la passe, elle ne va pas bouger. Parce qu'Anthony Edwards, il ne va pas lâcher la balle. Et du coup, bon, je ne suis pas sûr que les deux. C'est pas la même génération, c'est pas la même personnalité. Je suis pas sûr qu'ils s'entendent plus que ça. Après, peut-être que je me trompe, j'en sais rien. Je suis absolument pas situé. J'ai absolument pas d'insight sur le vestiaire des Wolves, mais j'ai beaucoup de mal avec cette équipe. Pour les Pélicans, je trouve qu'il y a quand même une grosse circonstance atténuante. C'est quand même l'absence de Zion. Il leur manque quand même leur meilleur joueur. Et bon, c'est quand même, c'est pas n'importe quel joueur, donc quelque part. Mais au-delà de tout le terrain, tout ce que tu veux du bilan, c'est les dirigeants en fait. C'est les choix des Pélicans. Comment tu veux que ça marche? Ils refont les mêmes erreurs qu'avec Anthony Davis, mais en pire. C'est-à-dire que moi, j'aimerais bien savoir comment ils se sentent là en regardant Lonzo Ball jouer aux Bulls. Lonzo Ball qui développe surtout avec le match de cette nuit, quoi. Je veux dire, ils ont laissé partir Lonzo Ball pour faire venir Devonte Graham. À quel moment quelqu'un s'est dit ça, c'est une bonne idée? En plus, même sans regarder le Lonzo Ball qu'on voit cette année, déjà l'an dernier, ça Mais n'avait pas déjà de l'an sens de dernier, vouloir le mais laisser bien sûr. partir. C'était Le déjà un mec, très bon joueur, mais exactement. qui Super collait avec tout complé- le reste de leur Mais effectif. parce qu'ils ont loupé Super leur cible. complémentaire de Zion. Ils ont Super loupé leur complémentaire de cible de l'été. Ils visaient clairement Chris Paul ou Kyle Lowry et ils ont raté les deux. Donc, Et déjà, je ne sais même pas dans quel monde ils ont cru qu'ils pouvaient C'est- avoir Chris Paul, mais. Ou Kyle Lowry, Ou Kyle les deux. Lowry. Oui, peut-être Ouais. même plus Kyle Lowry. Parce parce qu'encore qu'ils Chris ont Paul, fait, il y avait. ils avaient des sous, ils se sont dit, ça, Mais il faut un vétéran autour de Zion. Et voilà. c'est pas une connaissance du monde NBA, ça. Pour comment le mec est dirigé, comment David Griffin, c'est lui qui est toujours. Comment il a pu se dire, ah ben on a des sous, on va rester. Ça ne marche pas comme ça. Il y a 30 équipes qui ont des sous quand il s'agit de faire venir un contrat max. Tu vois ce que je veux dire? Ça n'avait pas de sens déjà de penser qu'ils avaient ne serait-ce que leur chance. Et ensuite, c'est débile. Lonzo, c'était le joueur qui s'entendait le mieux avec Zion. Ça colle super bien les deux. Ils s'entendent bien. Il y a un vrai complémentarité. Lonzo, comme on l'avait dit la semaine dernière, c'est un joueur très intéressant quand tu as des bons joueurs autour parce qu'il est capable de à la fois fluidifier ton jeu,
de faire ce que font les role-players, de défendre, de mettre des 3 points tout en étant un vrai talent avec une supervision du jeu, c'est un joueur que tu as besoin pour gagner. Eux, ils veulent gagner. Ils laissent partir un joueur qui fait gagner. Ça n'a pas de sens. Le trade avec Jonas Valanciunas, qui lui fait un très bon début de saison, n'a pas de sens. Jonas Valanciunas, il ne va jamais jouer avec Zion. Enfin, je veux dire, il va jouer avec Zion, mais ça ne va pas marcher sur le long terme. Ça n'a pas de sens. Et même Brandon Ingram, c'est un très bon joueur. Bon, pour le coup, ça sera intéressant de voir avec Zion, mais il y avait quand même quelque chose qui était intéressant que disait Bill Simmons. Je vais finir juste là-dessus. Il disait, si je défendais contre les Pélicans, je passerais mon temps à aller voir Brandon Ingram et à lui dire, waouh, Zion, c'est la star de l'équipe. Juste, ouais. Et ça, pour moi, en fait, même si Bill Simmons, ce n'est pas forcément toujours une référence, je pense que c'est très intéressant parce qu'effectivement, tu as quand même 2 mecs mal alpha, pas forcément théoriquement sur le papier peuvent le mieux coller, et tu as laissé partir le meilleur liant entre les deux qui était Lonzo Ball. Ouais. Voilà, tu commences la saison avec un 2-13. En fait, dans les 2 cas, j'ai envie de dire, pour Minnesota comme pour les Pélicans, là où pour moi je trouve ça très inquiétant, c'est que les problèmes en fait viennent effectivement du management, de la construction de l'équipe. C'est un petit peu les anti-Raptors quelque part. Ou les anti-Spurs où tu as ces équipes où même quand elles sont pas bonnes, tu sais que bon, ça va être un an, mais derrière il y a une structure qui est tellement fiable qu'ils vont pouvoir repartir. Mais pour les Pélicans, moi, je trouve ça, honnêtement, pour moi, c'est l'équipe la plus désespérante de la ligue. Ils ont un joueur comme Zion qui est une pépite, et derrière, comme tu disais, Antoine, ils enchaînent erreur sur erreur, et des erreurs qui vont leur coûter cher, comme tout simplement la manière dont ils ont géré le trade de JJ Redick. Bah ouais. C'est quand même un mec, on peut penser ce qu'on veut du bonhomme ou du joueur, c'est quand même un mec plutôt propre, qui n'a jamais fait de sortie de toute sa carrière. Super Respecté, qui a un podcast qui fonctionne très bien, où il parle avec les 2 tiers de la ligue, et qui est en gros, et qui s'est fait trader sans le savoir à l'endroit pire pour lui, parce que quand ils lui ont dit qu'il voulait le trader, lui, il voulait simplement se rapprocher de chez lui. Il lui a dit pas de problème, tu vas pouvoir te rapprocher de New York. Au résultat, il se fait trader pour Dallas. Et derrière, il a dit qu'en gros, que son agent retravaillerait jamais avec une équipe comme ça. Et ça, c'est des petites choses quand même qui sont vraiment importantes dans le microcosme qu'est la NBA où tout le monde parle beaucoup. Et surtout quand tu essaies de faire comprendre à ton joueur qui est une pépite qui s'appelle Zion qu'il faut qu'il reste et qu'il ne se barre pas à la fin de son contrat rookie, ce que personne n'a encore fait. Mais s'il y a bien un joueur, effectivement, qui pourra... C'est pas pour dire, je pense pas forcément que Zion va le faire, mais s'il y a un joueur en NBA qui pourrait prendre le risque de se dire je vais pas prendre l'extension rookie, je vais devenir free agent et barré, c'est lui, parce qu'il gagne déjà tellement d'argent avec tous les contrats qu'il a en dehors de la NBA, et il a un tel pouvoir d'attraction que c'est bien lui qui pourrait éventuellement prendre ce risque. Et donc, je trouve ça dingue que cette équipe soit aussi mal gérée. C'est un énorme paradoxe d'ailleurs, parce que théoriquement, quand tu n'as pas un joueur qui a une santé fiable, tu n'es pas du tout censé faire ça. Donc, on pourrait penser que juste sur sa santé, il pourrait prendre absolument le contrat pour au moins t'es assuré si t'arrive un malheur. Mais je suis vraiment d'accord avec toi. Je pense que s'il y a bien un mec qui est capable de faire ça, c'est lui. Ouais. Il est tout à fait à même de se dire, bon, de toute façon, ça ne marchera pas. Est-ce que je vais m'embêter encore 3 ans de plus? Ça ne marche pas, je me barre, je recommence direct. Il y a autre chose aussi auquel il faut penser. On parle de 2 équipes qui sont souvent citées comme étant en danger ou en tout cas programmées pour déménager. Oui. Donc là, Minnesota a été racheté. D'ailleurs, ils ont pris une amende parce qu'ils sont tous allés bouffer chez le nouveau proprio alors que c'était interdit à cause du protocole Covid. Ils ont pris 275 000 Cher l'amende, hein, quand même. Cher l'amende pour un repas hors des limites. On sait que ça fait partie de Minnesota, fait depuis toujours quasiment partie des candidats au déménagement. New Orleans, c'est un marché qui n'est pas du tout porteur pour et elle va vendre. Benville NBA et la proprio va sans doute vendre. Son mari est décédé il y a 2-3 ans. Voilà, ça fait partie des trucs. Si en plus l'équipe ne marche pas des masses ou ne donne pas de perspective d'évolution et au niveau business, voilà. Si en plus tu perds Zion après avoir perdu Anthony Davis, c'est la On va bien voir Zion avec un des Sonics. Mais par contre, leur chance là sur ça, c'est qu'a priori la ligue va étendre. Et donc normalement, ça devrait limiter
les déménagements. Sauf si d'un coup, ils arrivent à envoyer les Wolves à Las Vegas et les Pélicans à À Seattle. Seattle, et tout le monde Là, est content. peut-être qu'ils se diront, bon, bah, c'est Voilà. bon, on n'a pas besoin d'ouvrir la ligue. Allez, on s'arrête là. Salut, merci, c'était sympa. C'était cool. C'est clair. En tout cas, bon, pour finir, un mot sur Zion, quand même, l'impression visuelle est quand même assez inquiétante hein, quand on voit le volume qu'il a pris et le fait qu'il n'ait pas Les joué dernières depuis images, aussi longtemps. les dernières images, c'est un tout petit peu mieux. Là. Il s'est échauffé en marge d'un match il y a 2-3 jours, j'ai vu. En tout cas, de visu, c'est un tout petit peu moins flippant que ce qu'on a vu il y a une semaine où il diffusait même les pubs dans lesquelles il a joué récemment. Et même dans les Ouais, pubs, c'était moi, je affolant. suis, ah ouais, moi, je suis l'agent, même pas Mais, je bloque. mais ça sent pas du tout le mec qui a envie de jouer pour les Pélicans, en fait. Mais en plus, il fait des pubs pour des sodas ultra sucrés, Mountain Dew, et tout. Enfin, c'est terrible. Ouais. Ouais, bon, la lumière est peut-être au bout du tunnel, mais le tunnel va être long là, pour les Pélicans et Minnesota en tout cas. Ils en ont pour un bon petit moment. Voilà, je vous propose qu'on parle on voulait parler aussi d'autres équipes jeunes, les projets de reconstruction avec qui mènent nulle part, enfin qui mènent nulle part à court terme. On s'entend OKC, Houston, Détroit, on pourra en reparler à l'occasion d'un prochain podcast. En tout cas, voilà, c'est tout pour nous cette semaine. On vous rappelle que le MOOC Reverse numéro 8 spécial Bad Boys arrive. Il vient de sortir de chez l'imprimeur. Les expéditions sont sur le point de commencer. Donc, vous pouvez retrouver tout ça sur Basket Session. Et nous, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast Reverse Basket Session. D'ici là, portez-vous bien et bonne semaine à tous. Allez, salut! Ciao.